Le sable, pour vous, c'est plutôt un solide ou un liquide? Pour répondre à cette question, on va commencer par une petite manip. Dans cette salière, on a du sable, et dans celle-ci, de l'eau. Les solides, ça coule pas, et les liquides, ça coule, non? C'est le premier d'une longue série de paradoxes sur le sable qu'on va voir aujourd'hui dans le projet Lutécium. Sur Terre, nos ressources sont très souvent dispersées sous forme de petits grains. Du sable sur la plage, des céréales dans un silo, le sucre et le sel en cuisine, des graviers sur la route ou même des comprimés dans une usine pharmaceutique. On parle de matière granulaire. Comme les films de savon, les polymères ou les cristaux liquides, la matière granulaire peut être rangée dans le domaine de la matière molle, parce que souvent, on ne sait pas trop si on a affaire à un solide ou à un liquide. Et justement avec nos salières, on est un peu perdu. L'eau ne s'écoule pas comme un solide et le sable coule comme un liquide. Dans le cas de l'eau, tout s'explique grâce à la tension de surface. Pour s'écouler, le volume d'eau a besoin de passer de cette situation à celle-ci. Cela conduit à une augmentation de sa surface. Mais la tension de surface tend à donner au liquide la forme qui a la plus petite surface. Si les pores de la salière sont suffisamment étroits, elle peut donc s'opposer à la gravité et l'eau reste bloquée. La tension de surface s'explique par des interactions entre les molécules du liquide. Des interactions attractives n'existent pas entre les grains. Le sable n'a pas de tension de surface et peut donc s'écouler plus ou moins sans problème. Plus ou moins parce qu'en fait il ne coule pas aussi bien qu'un liquide, comme on peut se rendre compte avec cet objet archaïque, un sablier. Filmé à la caméra rapide, on voit le sable tomber par petits paquets. On dit que son écoulement est intermittent. Et cela s'explique par une autre différence fondamentale avec les liquides. Les molécules qui les composent sont des millions de fois plus petites que les grains de sable. Alors que les molécules d'un liquide n'arrêtent pas de bouger de façon rapide et désordonnée à cause de l'agitation thermique, les grains de sable sont trop gros pour en ressentir les effets. Au repos, ils sont donc immobiles. En plus de ça, les grains frottent les uns contre les autres, leurs mouvements sont donc bloqués. Ces deux aspects, l'immobilité et les frottements, font que les grains peuvent former des structures très stables. Par exemple, les grains s'organisent souvent en arches, c'est ce qu'on appelle l'effet de voûte. Au-dessus du col du sablier, ces voûtes n'arrêtent pas de se former et de se détruire. L'écoulement est régulièrement bloqué et les grains tombent par saccades. Une voûte, c'est un peu comme une pile de morceaux de bois. C'est très solide dans la direction de compression, mais très fragile dans toutes les autres directions. Pour s'en rendre compte, on peut faire une autre expérience. On met un bâton dans un récipient que l'on remplit avec du sable. On tape sur le récipient pour rendre le sable plus compact. Si on essaie de soulever le bâton, tout le récipient vient avec. Impossible de le sortir. Mais en fait, il suffit de le faire tourner pour le libérer. Plein de voûtes se sont formées entre le bâton et les parois du récipient. Elles résistent très bien contre les forces de frottement vers le haut, mais très mal contre les forces de torsion. En plus de bloquer le mouvement des grains, la présence de voûtes a aussi pour conséquence de rediriger les forces dans le matériau granulaire. On peut le voir directement avec des grains un peu spéciaux, de petits disques mous en polyuréthane. Au repos, ils ne transmettent pas la lumière polarisée, mais quand on appuie dessus, ils la laissent passer. C'est ce qu'on appelle la photoélasticité. Quand un grain s'allume, c'est qu'il est soumis à des forces de compression et qu'il se déforme de façon élastique. On va maintenant voir comment cette force se transmet dans un empilement de grains. Pour faire ça, on va soumettre les grains à une force de compression uniforme par le côté. On pourrait s'attendre à ce que tous les grains s'allument les uns après les autres, en commençant par ceux du côté. Eh bien, c'est pas du tout ce qui se passe. Seuls certains grains s'éclairent le long de lignes qui se brisent et se ramifient. La force de compression ne passe que par ces grains. On parle de chaîne de force dirigée le long des voûtes. Il ne s'exerce aucune force sur les grains qui ne font pas partie des voûtes. On pourrait même retirer les grains les plus sombres sans que l'édifice ne se casse la figure. On peut voir deux types de chaînes de force. Un petit nombre de grandes lignes de force verticales et un grand nombre de petites lignes de force transverses. Et elles s'organisent comme dans une cathédrale. Le réseau de petites forces équilibre les grandes chaînes de force, à la manière des arcs-boutants et des contreforts qui soutiennent le poids des grandes voûtes gothiques. Dans les deux cas, cela donne une grande rigidité. L'empilement des grains peut supporter de grandes forces sans se déformer, et les cathédrales tiennent toujours debout des siècles après leur construction. On vient de voir l'effet des chaînes de force, on va maintenant l'entendre. Cette fois-ci, nos grains seront des billes de verre, comme celle-ci. Si on fait tomber une seule bille, elle rebondit super bien. Elle fait un bruit sec et elle remonte assez haut. On dit que c'est un choc élastique. Presque toute l'impulsion qu'elle avait vers le bas lui a été rendue vers le haut. Si on fait tomber plein de billes regroupées ensemble, ça ne rebondit plus du tout, et ça fait un bruit mat. Là, c'est un choc inélastique. Presque toute l'énergie a été perdue pendant la collision, au niveau des contacts entre les grains.
Les chaînes de force ont dissipé dans tous les sens l'impulsion de la chute. Il n'y a plus assez de force redirigée vers le haut pour permettre un rebond. Toutes les forces mécaniques sont donc transmises de façon très spéciale. C'est valable aussi pour le poids. Peser le contenu d'un silo à grains, c'est compliqué. Voilà 2 kg de billes d'acier. On va les verser dans une version miniature d'un silo à grains. Au début, tout va bien. Le poids croît proportionnellement au volume versé. Mais plus on verse de billes, moins l'aiguille de la balance se déplace vite. Au bout d'un moment, elle ne bouge quasiment plus. C'est comme si les billes étaient devenues beaucoup plus légères. Les chaînes de force transmettent le poids des grains vers le bas, mais aussi vers les côtés. Les grains exercent donc une pression latérale, comme le ferait un liquide, mais ils vont aussi frotter contre les parois, comme le ferait un solide. La colonne de grains est donc suspendue aux parois, comme un alpiniste qui se tient bras et jambes écartés entre deux falaises. Son poids est compensé par les forces de frottement. Parlons d'une autre situation où on appuie sur du sable. Cette fois, il n'y a pas de parois contre lesquelles les grains peuvent former des voûtes. D'habitude, quand on appuie sur un matériau, il se contracte dans la direction de l'effort. Et bien comme d'habitude, le sable ne fait pas comme tout le monde. Prenons du sable bien tassé, rempli à ras-bord avec de l'eau. Quand on appuie dessus, le sable s'assèche autour de la main. Si c'est sec autour de la main, c'est que l'eau a été aspirée sous la main. Et pour que ça soit possible, il faut que les grains aient fait de la place pour accueillir l'eau. L'espace entre les grains a augmenté. Le sable est donc un matériau qui se dilate au lieu de se contracter quand on appuie dessus. On appelle ce phénomène la dilatance, et c'est encore une découverte du physicien Osborne Reynolds. Au repos, les grains sont dans des positions stables. Les interstices entre eux sont les plus petits possibles. Quand on appuie, l'empilement doit se déformer. Mais puisque les grains sont très serrés, ils ne peuvent pas se réarranger simplement en glissant. Ils doivent rouler les uns au-dessus des autres. Cette étape est moins compacte qu'au début, et cela laisse plus de place à l'eau, donc son niveau baisse. En conclusion, est-ce qu'il faut ranger le sable dans la catégorie des liquides? Pas vraiment, car on a vu que ce serait un liquide sans tension de surface, ni agitation thermique. Dans ce cas, est-ce qu'il faut le ranger dans la catégorie des solides? Pas vraiment non plus, car il ne transmet pas les forces de façon homogène et peut se dilater quand on appuie dessus. En fait, ce qui rend le sable si inhabituel, c'est sa nature hétérogène. Il est fait de plein et de vide qui interagissent les uns avec les autres. On n'arrivera jamais à comprendre la physique du sable si on ne considère pas les deux ensemble. C'est pareil qu'en cuisine. Ça n'a pas trop d'intérêt de manger des cerises cuites ou de la pâte cuite séparément, non merci. Par contre, un bon clafoutis aux cerises, là, c'est beaucoup plus intéressant. Voilà, on espère que cette dernière vidéo au studio vous a plu. Il y en aura peut-être quelques autres sur la chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez quelque chose à dire sur cette vidéo ou son contenu, vous pouvez nous laisser un commentaire. Dans tous les cas, merci d'avoir suivi le projet Lutécium.